Un grand bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un vrai plaisir, sincèrement, que de vous retrouver tous les week-ends, à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur 01 TV, pour En route pour demain. Pauline, bonjour. Bonjour François. 26 minutes pour parler de toutes les mobilités avec au sommaire cette semaine. Regardez. Odeur d'essence, de cuir, du ronflement de moteur, les constructeurs rivalisent d'astuces pour donner un supplément d'âme aux voitures électriques. Julien Bonnet nous explique cette tendance marketing. Oui, qui s'est mis un parfum diesel aujourd'hui, ça lui va bien. Absolument. Et puis on découvrira un casque connecté qui s'appelle le Lumos, le casque indispensable pour tous ceux qui font du vélo. DS revient avec une compacte premium bourrée de technologie. Le but, concurrencer les Allemandes. Son nom, c'est la DS4 et c'est notre essai de la semaine. Et rien ne va plus dans l'actualité ferroviaire, Pauline, puisque cette fameuse ligne magnifique Marseille-Menton pourrait être concurrencée. On en parlera tout à l'heure avec Olivier Chiche-Partiche. Et bien voilà, merci d'être là. C'est parti pour En route pour demain sur BFM Business et 01 TV. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Comme chaque semaine, on est ravis d'être ensemble pour 26 minutes et pour évoquer toutes les mobilités avec En route pour demain. Et on attaque cette émission avec notre ami Julien Bonnet. Bonjour, On qu'on ne présente plus vient de le aujourd'hui. présenter. Bonjour à tous les deux. Journaliste automobile à BFM Business et on va parler justement Julien. voiture, enfin presque plus bagnole, puisque la bagnole ça sent le cuir, ça sent l'essence, il y a des ronflements de moteur, enfin c'est tout ce qu'on aime quand on aime la voiture. Le problème c'est qu'avec l'électrique, tous ces codes qui sont nés il y a plus d'un siècle, et ben en fait ils ont complètement disparu. Alors pourtant les constructeurs essaient de donner une espèce de supplément d'âme pour séduire les bagnolards et les convertir à l'électrique. Alors ça passe notamment par des ronrons de moteurs thermiques dans des électriques. Julien, tu as déniché toute cette nouvelle tendance marketing. Oui, complètement, parce que c'est vrai qu'on associe souvent la voiture électrique au silence. D'ailleurs, ça leur est reproché parfois en ville où on les voit comme des objets qui restent quand même à vitesse assez élevée, assez lourds. Oui. Donc, Ou alors avec des bruits de vaisseaux spatiaux. Voilà, c'est ça. Qui Donc, surprennent un peu les fans d'automobile de la première heure quand même. exactement, on pense notamment à la Zoé qui avait popularisé ce petit son extérieur de vaisseau spatial. Donc, On croit plus dans Star Wars que dans les 24 heures du Mans. Quoi. Voilà, et puis c'est vrai que sérieusement, il y avait des études qui montraient qu'il fallait vraiment travailler ce bruit de manière assez précise, parce que des fois on entend un bruit de vaisseau spatial, par instinct on regarde dans le ciel, et du coup... Et on regarde pas sur la route et on la voit souvent pas des vaisseaux arriver. spatiaux en plus. C'est plus pour la blague, mais sinon on a le souvenir aussi des autolibes qui pouvaient générer un bruit de cigale, donc c'est vrai que c'est original, petite dédicace à nos amis marseillais, nous aussi on entendait les cigales à Paris, c'était pendant la période autolib, et il fallait le déclencher manuellement sous les 30 km/h. Les cigales sont partis depuis, Voilà. à Paris. Et il faut rappeler aussi que ce qui peut être vu comme un ronronnement assez agréable d'un moteur thermique, c'est aussi toute la problématique du bruit. Donc on parle de pollution sonore. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pris en compte dans les études. C'est à l'origine de stress, etc. Et récemment, en fait, ça a fait une petite polémique. Donc là, on revient sur le thermique avec un député français, pour résumer, qui avait découvert que Audi créait un bruit un peu artificiel sur ses diesels sportifs pour finalement attirer les clients qui puissent ressentir les mêmes sensations à l'oreille que avec un moteur essence. Donc, D'accord. notamment, Au lieu d'en fait avoir un bruit de tracteur comme on peut retrouver sur certains sur diesels, certains on avait diesels. un peu un ronron agréable de voiture sportive, sauf que c'était complètement artificiel et ça a fait le buzz sur Twitter où tout le monde s'est un petit peu indigné de cette supercherie. Mais Voilà. c'est vrai, Julien, est-ce que c'est une bonne idée finalement de rajouter des bruits à des voitures qui n'en font pas? alors il y a cette problématique C'est vrai. de sécurité routière. D'ailleurs, il y a un règlement européen qui prévoyait d'obliger les nouvelles voitures neuves électriques à disposer d'un bruit émis justement sous les moins de 20 km/h et en marche arrière. Donc ça, avec le Covid, je ne sais pas si ça a été retardé, mais en tout cas, on n'en a plus trop entendu parler. Mais c'est des réglementations qui sont en cours d'application. Et puis, on pense aussi à la sonorité à bord du véhicule. C'est-à-dire que là, on parlait de ce qui est créé à l'extérieur, donc qui peut gêner les passants ou les alerter de la présence d'une voiture. Mais il y a aussi tout ce qui est à l'intérieur. Donc là, c'est plus pour le plaisir du conducteur, de ses passagers, de se sentir bien à bord. Et puis c'est vrai que, historiquement, quand on avait une sportive avec un moteur assez puissant, on aime bien l'entendre un peu ronronner quand on appuie sur la Donc en pédale fait, de je ne fais droite. pas de bruit à l'extérieur, je ne gêne pas les voisins le matin quand je pars tôt, mais à l'intérieur... Voilà, c'est ça.
C'est ça. Et donc là, on travaille pas mal sur cette sonorité intérieure dans l'électrique avec plusieurs partis pris. On a notamment BMW qui a fait appel au célèbre compositeur de musique de film, on le connaît tous, Hans Zimmer. Donc ça va du Roi Lion, plus récemment Inception, Dune, voilà, donc qui a été recruté par BMW pour travailler justement sur ces identités sonores de sa sportive l'i4 ou de son BMW iX, donc le futur SUV 100% électrique assez moderne. Voilà, donc on avait un extrait, donc on peut peut-être écouter à quoi ça ressemble ce son artificiel créé par Hans Zimmer. On dirait vraiment une voiture, Oui, c'est vrai, on dirait une voiture. Qui accélère, sauf qu'en fait, il n'y a pas de moteur thermique qui reproduit ce bruit. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le conducteur dans son accélération en lui rappelant un peu le monde d'avant, mais en créant un peu des sonorités nouvelles. C'est le parti pris aussi qu'a fait Porsche sur sa Taycan. On a des bruits assez futuristes. Il y a même un youtubeur allemand qui a consacré une vidéo exclusivement à ces bruits qu'on a à l'intérieur. Et je l'ai regardé hier, c'est assez drôle. On le voit un peu dans différentes situations, voir ce que ça génère comme bruit. Et finalement, ça s'oppose à une autre stratégie qui est de reproduire un bruit de moteur thermique. C'est ce qu'a fait Ford sur sa Mustang Mach-E, donc qui en plus reprend le nom de Mustang, qui est associé bien sûr historiquement au moteur V8. Bien sûr, donc finalement c'est vraiment le way of life américain, quoi. Complètement. Et donc il y a la possibilité d'enclencher un bruit ils appellent ça propulsion sound. Et nous, c'est vrai qu'on a testé avec Pauline. Alors c'est vrai que ça nous a un peu attristé parce que finalement on était un peu loin du V8 historique de la Mustang. Ça fait quoi comme bruit alors? Sur un bruit de moteur thermique, mais un peu timide. Artificiel en fait, et un peu timide complètement. Donc c'est pas si tu penses à retrouver le V8 de la Mustang historique, c'est pas tout à fait ça. Mais en revanche, il est synchronisé sur l'accélération. Plus on accélère, plus le bruit évolue. Oui, c'est ça bien le but. Fait ça. Oui, c'est plutôt bien fait. Et puis c'est vrai que le Mustang Mach-E, on l'avait testé, et donc il a quand même d'autres qualités que cette petite feature qui nous a peut-être un peu déçus. Quoiqu'à Paris, avec la limitation des 30 km/h, on doit pas le côté beaucoup, conduite à l'oreille pour conduire au moteur, ça marche pas beaucoup. Mais mettre un bon morceau de musique, c'est quand même l'idéal. Oui, c'est mieux en effet. D'autant que ça, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que les constructeurs auto améliorent la qualité du son global. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs lié à ça aussi. On a même la technologie des écouteurs avec réduction de bruit qui maintenant rentre dans les voitures avec vraiment une isolation assez importante. Julien, il nous reste 2 minutes. Il faut qu'on parle de l'odeur, parce que ça aussi, c'est un sujet important. Qui fait aussi partie dans le way of life, normalement, aux États-Unis, de la voiture américaine. Voilà, et on reste avec Ford. Et donc récemment, il y a eu une initiative assez originale. En fait, ils ont créé un parfum qui s'inspire un peu des... Alors, il est intitulé de toute façon Essence de V8. Donc, c'est vrai que c'est... Essence de V8, voilà. Et en fait, ils sont allés assez loin parce que c'est une opération plutôt marketing. Ils ne vont pas commercialiser ce parfum, même s'il a un emballage assez merveilleux qui a été imaginé, un peu un flacon en forme de pompe à essence. Et finalement, ils avaient fait un sondage et ils disaient que 70% des gens qui étaient prêts à passer à l'électrique regretteraient les odeurs d'essence. Et c'est le même chiffre, le même taux d'attente que sur l'odeur du livre neuf en termes de satisfaction. Bon, c'est peut-être un sondage très américain. Et finalement, on nous a envoyé un petit échantillon. Ouais. Alors, c'est assez particulier. Donc, je l'ai ici dans cette petite fiole. Donc, ça s'appelle le Mach-O. Donc, encore une fois, c'est en référence au Mach-E, donc le SUV 100% électrique qu'ils ont sorti. Donc là, c'est l'eau de Mach-E. Donc c'est un peu particulier. Je te laisse tester, François. Je suis obligé de tester. Tu as déjà senti? Oui, c'est un petit peu Julien particulier. a fait des expériences au bureau pour préparer cette chronique. Donc on ne se sent pas si mauvais finalement. On a l'impression quand même qu'il y a des notes parfumées. C'est ça, donc ils ont pas mal travaillé pour reproduire l'odeur d'amande, notamment dans l'habitacle. Mais après, on a cette odeur un peu de pneu qui revient assez fortement. Ah oui, là, je sens le pneu maintenant. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Julien, c'est très agréable. C'est superbe. Donc on reste dans cette ambiance. Et voilà, l'idée, c'est de rappeler que quelle que soit la motorisation, l'odeur, ça reste un sens qui compte beaucoup. Dans le premium, on pense notamment à ces marques qui ont des diffuseurs de parfums. Et puis, mais ça concerne aussi les marques généralistes. Chez Nissan, ils ont montré récemment des images de leur ingénieur d'évaluation des odeurs. Et donc, on le voit dans cette vidéo en train de renifler les volants et le siège du nouveau Qashqai pour bien être sûr que le client, quand il va acheter son véhicule, il aura cette fameuse odeur du véhicule neuf. Odeur de neuf, odeur et qui sont Nissan, finalement, la voiture. Exactement. C'est très intéressant le marketing dans la voiture. Le bruit, l'odeur, enfin, tous les sens sont sollicités. Tout ce qui participe à l'identité de marque, exactement. Merci Julien. Merci Julien Bonnet, journaliste à BFM Business. Et tout de suite, notre invité, on va parler sécurité à vélo. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Et
Nous allons découvrir Lumos maintenant, Pauline, avec notre invité qui s'installe avec ses casques. Vous allez voir, c'est très flashy. Des casques lumineux, absolument, qui nous éclairent complètement. Athénaïs Delimé, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de la start-up Bimojo. Et donc, vous êtes spécialisée dans les casques, mais alors des casques qui protègent les cyclistes, mais qui en plus donnent tout un tas d'informations aux autres cyclistes et aux véhicules qui les entourent. Exactement. Effectivement, Bimojo, on est le distributeur de ces casques Lumos. Le principe, c'est bien sûr d'abord un casque de vélo qui vous protège, qui fait que quand vous êtes à vélo, ça vous permet, en cas de choc, d'avoir la tête protégée. Voilà, donc évidemment, il répond à toutes les normes de sécurité, bien évidemment. Bien évidemment, toutes les normes de sécurité européennes, mais également australiennes, canadiennes, etc. Et ce qu'ils ont en plus, c'est le fait d'être lumineux. Le fait d'avoir de la lumière. En fait, la visibilité des cyclistes, c'est leur premier élément de sécurité. Et surtout en ce moment où on est passé à l'heure d'hiver il y a quelques jours et où du coup la nuit tombe beaucoup plus tôt, donc on est moins vu le soir sur son trajet. Effectivement, sur les heures en général de départ et de retour du boulot le matin et le soir, la nuit tombe, la nuit est quasiment tombée ou est tombée. Et donc, du coup, effectivement, alors les éclairages sont sur le vélo, sont obligatoires sur le vélo, mais le fait d'avoir un éclairage sur son casque, en fait, c'est le point le plus haut du cycliste. Et donc, du coup, c'est au niveau des yeux des automobilistes. Et ça, c'est bien. Et donc, ça, on a plein d'automobilistes qui interpellent nos utilisateurs en leur disant « c'est hyper bien, on vous voit super bien, on ne peut pas vous louper ». Très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, on vous a vu, on peut changer l'affichage derrière le casque. Et on peut faire des trucs un petit peu fun. J'ai vu un moment un Pac-Man passer. Enfin, on peut aussi trouver un affichage qui nous correspond un peu, c'est ça? Effectivement. Alors celui-ci, c'est le Lumos Matrix, c'est notre haut de gamme. Ouais. Le principe, c'est de s'amuser. Quand on roule à vélo, en général, on se fait plaisir. C'est un vrai moyen de déplacement plaisir. Et donc, du coup, tant qu'à faire, autant s'amuser. Donc là, on a différents modes. Donc effectivement, le Pac-Man qui passe sur l'écran, sur l'arrière du casque. Ou alors, on peut être très sobre, en triangle rouge comme celui-ci. C'est ça. Ou alors, la déclaration d'amour aux automobilistes. C'est ça. Ou on peut même personnaliser son message. Ça c'est bien ça. Hein? Complètement. En plus, là, un petit BFM Business qui parle. Il faudra rajouter un petit 01 TV. Voilà, c'est ça. Tout sera parfait. En route pour demain. Après, c'est chouette. Mais alors, donc, il y a cette partie de la lumière qui est très importante en matière de sécurité, la robustesse du casque. Et tout ça est connecté au smartphone. C'est comme ça que ça fonctionne? Effectivement, vous avez une application sur smartphone qui vous permet de personnaliser. Donc là, je vous ai montré 6 motifs, mais on peut en avoir, on a une trentaine de motifs et on peut personnaliser son message, la couleur de son message. Et on peut également paramétrer un certain nombre d'éléments, parce qu'on a aussi une télécommande qui se fixe sur le guidon et qui permet d'enclencher des clignotants. Donc, quand vous êtes à l'arrière, ça donne des clignotants à l'arrière comme ça. Ah ouais, ça c'est super pratique, les petites flèches qui défilent. Ouais. Ah, très bien. Et ça, on a plein d'automobilistes, de cyclistes qui nous disent c'est top parce qu'aux intersections, au rond-point, les voitures en face ça, c'est chouette. comprennent ce que je vais faire. Et donc, du coup, le cycliste ou l'usager en trottinette devient un usager de la route au même titre qu'un automobiliste ou qu'une moto. Et justement, en fait, dans vos casques, il y a ce côté lumineux. Il y a aussi toute une technologie que vous appelez le MIPS, qui fait que, justement, si malheureusement le cycliste finit quand même par chuter, ça va le protéger plus que sur un casque classique. Effectivement. Donc, en fait, la technologie MIPS, elle a été développée par des Suédois. Donc, c'est le petit logo que vous voyez ici. Et c'est cette partie jaune qui est à l'intérieur du casque. Je vais vous montrer. En fait, elle bouge. Elle est bien sûr très bien fixée, mais elle bouge dans tous les sens, ce qui fait qu'en cas de choc, ça va absorber une partie du choc et réduire les lésions cérébrales. Et donc, du coup, cette technologie, c'est un surcoût. Alors, au départ, on choisit d'avoir un casque avec MIPS ou sans MIPS. Tous nos casques sont équipés de MIPS ou non. C'est une option, en fait, c'est une option, de sécurité exactement. Supplémentaire. Voilà. Par contre, on ne peut pas la rajouter après. Et, voilà. Et c'est un surcoût d'une quarantaine d'euros qui, en cas de choc, en fait, est très faible par rapport oui, pour 40 euros, si on peut être vraiment mieux protégé, c'est pas mal du tout. Combien coûte ce type de casque, par exemple? Alors ça, c'est notre haut de gamme, il est à 279,95 €. Et puis, ça, c'est notre tout nouveau, l'Ultra, qui est notre entrée de gamme. Parce qu'on nous a beaucoup dit, c'est top, votre casque, on vous voit super bien, mais il est un peu clivant en termes de prix. Et donc là, on est à moins de 100 €. D'accord. Donc on a toujours l'éclairage à l'avant.
l'éclairage à l'arrière. On a 3 positions, donc on peut choisir d'être en plus ou moins lumineux ou en fixe ou clignotant. Et on a aussi une télécommande un petit peu plus simple qui permet d'enclencher des clignotants, donc cette fois-ci uniquement à l'arrière. D'accord. Parce qu'il a bien fallu faire des concessions. Et il est MIPS aussi, hein. Il peut être MIPS aussi. Il peut également être MIPS aussi, donc du coup, donc là je voulais apporter avec pas MIPS. de concession sur la sécurité. Hein. Pas de concession sur la sécurité. D'accord. Vraiment, la sécurité à vélo, elle est essentielle et donc elle permet de... La visibilité rajoute un élément essentiel de sécurité pour le cycliste ou l'usager en trottinette. On sait que le casque, il y a un vrai débat parce que chez les cyclistes, parce que des fois on dit oui, mais s'il faut un casque pour faire du vélo, c'est des frais supplémentaires. Vous avez vraiment une population de cyclistes qui adhère à ce côté protection Oui, alors en fait, il y a un mouvement qui est en train de se passer parce qu'il y a énormément de nouveaux cyclistes qui sont mis au vélo et qui sont très sensibles à ces enjeux de sécurité. Et donc, effectivement, aujourd'hui, alors tous les urgentistes, pompiers vous disent le casque change tout en cas d'accident. Donc vraiment, nous, on recommande très fortement le port du casque. Il y a des débats parce qu'effectivement, qu'on soit en ville, à la campagne ou autre, les risques sont différents. Il n'empêche que la chute, en général, vient de moments d'inattention, de moments très bêtes, et que tous les urgentistes vous disent que vraiment le casque change tout. Athénaïs, merci. Vous êtes la fondatrice de Bimojo et donc ces casques Lumos donc, que vous nous avez présentés. Merci. Merci François, merci Pauline. Et Pauline, il est temps de retrouver notre essai de cette semaine. Absolument, et du vélo, on va passer à la voiture. On va parler de la DS4. Alors, c'est la nouvelle DS, c'est une compacte. Alors, c'est un mélange de design léché et puis aussi de technologie. Le but, c'est d'aller concurrencer les Mercedes Classe A ou les BMW Série 1. C'est un essai de Julien Bonnet et Essia Lacroix. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. DS lance cette année sa nouvelle DS4, donc un modèle très important pour la marque premium du groupe Stellantis. Donc c'est un modèle qui a plus grand chose à voir avec la précédente génération qui était sortie en 2011. Depuis, DS, ça a beaucoup changé, c'est devenu une marque à part entière, donc séparée de Citroën. Et dans le cadre de la stratégie mise en place par le groupe Stellantis, ça sera une des premières marques à passer au 100% électrique en 2024. En attendant, la DS4 qu'on teste aujourd'hui, elle est en version hybride rechargeable et donc avec un style dépoussiéré. Donc c'est 2 principaux défis pour ce modèle, donc concurrencer les marques allemandes et également se lancer dans ces motorisations nouvelles, donc là en l'occurrence de l'hybride rechargeable. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. À l'intérieur de cette DS4, on retrouve finalement tout ce que veut incarner la marque premium française, c'est-à-dire du luxe et de la technologie. Sur la partie design, on a notamment une belle association de matériaux et de couleurs et ça reste ergonomique, notamment au niveau de la climatisation. Elle est au niveau de l'écran tactile, mais DS a placé pas mal de petits raccourcis donc sur cette partie en métal juste sous l'écran tactile. Donc ça permet d'interagir assez facilement avec ces commandes de climatisation. On a également ce souci du détail qu'on retrouve sur la commande du flux des aérateurs, assez original, ou également au niveau des ouvertures des vitres. Sur la partie technologie, les écrans sont de taille assez petite, mais c'est compensé par un affichage tête haute de très bonne qualité. On a également un petit écran tactile au niveau de la console centrale, et ça finalement ça va me permettre d'accéder à des raccourcis que j'aurais sélectionnés assez facilement au niveau de l'écran tactile. Donc ça peut être des commandes assez précises, par exemple si je souhaite avoir un raccourci rapide vers une climatisation à 21 degrés sur la partie avant gauche de l'habitacle, c'est possible. Je pourrai également programmer ma radio favorite ou encore mes contacts préférés dans mon répertoire. Coucou, c'est juste pour le plan d'illustration de Touchpad, je t'ai rajouté dans les favoris de contact. D'accord, eh bien, bon essai et à très vite. C'est le moment de partir voir ce que donne cette DS4 sur la route. Bon, Pauline qui a essayé le véhicule avant moi, elle m'a laissé une batterie vide, mais ça va permettre de voir ce que ça donne dans cette configuration. C'est parti. Donc sous le capot de notre modèle d'essai sur cette DS4, on retrouve un moteur hybride rechargeable. Donc comme sur la Peugeot 308, il offre 225 chevaux de puissance. Donc il se compose d'un moteur essence 1,6 litres qui offre 180 chevaux de puissance et d'un moteur électrique de 110 chevaux. Donc l'avantage de cette motorisation hybride rechargeable, c'est qu'on va pouvoir rouler en 100% électrique, notamment sur les phases de ville. Pour ça, il faut bien sûr avoir un peu d'électricité dans la batterie. Donc nous, c'est pas notre cas aujourd'hui. On n'a pas réussi pour l'instant à trouver une borne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé un mode qui s'appelle eSave, qui va me permettre de demander à la voiture finalement de recharger les batteries. Ça va être utile si on approche par exemple d'une ville avec des villes qui vont être de plus en plus fermées au moteur thermique.
et qu'on va avoir besoin d'utiliser justement cette motorisation 100% électrique. Et donc là, par exemple, je vais demander de recharger la batterie jusqu'à 10% avec la puissance du moteur thermique. C'est finalement la principale différence avec sa cousine technique, donc la Peugeot 308, c'est cet aspect vraiment confort. Donc ça commence par des suspensions adaptatives qui en plus vont être couplées aux caméras en mode confort. Donc en quoi ça consiste? Finalement, les caméras, elles vont scanner la route pour repérer les imperfections, les dodanes et adapter la suspension en fonction pour lisser vraiment le comportement. Et ça, c'est vraiment réussi sur ce modèle. Malgré quelques recherches, on n'a finalement pas réussi à trouver la borne de recharge pour recharger notre DS4, mais c'est l'avantage de cette motorisation hybride rechargeable d'être polyvalente et on a pu continuer à rouler à l'essence normalement. Côté tarif, cette DS4 elle est proposée entre 29 500 € et 51 000 €. Pour notre modèle d'essai en finition Rivoli et donc avec cette motorisation hybride rechargeable, option comprise, il faut compter un tarif de 57 300 €. Des tarifs qui restent cohérents par rapport à ses principales concurrentes, donc la Peugeot 308, mais également le premium allemand, BMW série 1 ou encore la Mercedes classe A. Et ça, c'est un point important pour DS. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, en région. Et en région, nous accueillons tout de suite Olivier Chiche-Portige. Bonjour. Bonjour. Tu es Bonjour, Olivier. journaliste Bonjour. spécialiste du ferroviaire pour BFM Business parce qu'on va parler train. Alors, on en parlait il y a quelques semaines. Les lignes de la SNCF sont ouvertes à la concurrence. Alors, on avait parlé des compagnies étrangères, notamment de Trenitalia qui arrivait sur Paris-Lyon avec des trains à grande vitesse. Mais en fait, il y a des opérateurs français qui s'intéressent aussi à ces lignes, et notamment Transdev qui vient de rafler l'exploitation de la ligne régionale Marseille-Menton, qui est aussi une ligne stratégique pour la SNCF. Alors, c'est une petite révolution. C'est l'arrivée de Transdev. Ouais, tout à fait, Pauline. C'est vrai que la concurrence, tu le disais, elle avance à grands pas. La SNCF, on en parlait donc des lignes TGV, on va dire nationales, entre Paris et Lyon notamment, où plusieurs opérateurs vont se positionner. Mais la SNCF va aussi devoir renoncer à des monopoles en région. Les fameux réseaux TER qu'on connaît tous, qui sont ouverts en fait à la concurrence depuis 2019. À travers des appels d'offres qui sont menés par les régions, donc, pour une mise en service à partir de décembre 2023. Ça, c'est le calendrier, on va dire, officiel. Pour l'instant, la première vraiment à s'être lancée concrètement et à avoir opéré jusqu'au bout cet appel d'offres, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour donc, comme tu l'as dit, la ligne entre Marseille et Menton, et également pour les lignes qu'on appelle Azur, qui remontent vers le nord, vers les terres dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pourquoi si vite et pourquoi cette ligne d'abord? Le service SNCF sur cette ligne est particulièrement critiqué et épinglé à la fois par les voyageurs et à la fois par la région pour des problèmes chroniques de retard, de suppression de trains. Oui, alors que ce sont des lignes très empruntées, notamment au quotidien, pour aller travailler d'une ville à l'autre sur la Côte d'Azur. Ça se substitue au transport en commun traditionnel. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler par exemple vers Nice ou à Sofia, Antipolis, qui prennent le train tous les jours. Et quand c'est l'été, il y a des touristes qui viennent se rajouter à tout ça. Qui vont à la plage. Qui vont à la plage. Ce sont des trains qui sont bondés du matin au soir et qui accusent, dès qu'il y a un train qui a un problème le matin, c'est un effet domino toute la journée. Et finalement, les gens qui travaillent le soir rentrent chez eux avec 1 heure, 2 heures de retard. Donc beaucoup de critiques. Et c'est vrai que la région, à travers son président Renaud Muselier, a été le premier, et c'est vraiment empressé, à lancer un appel d'offres pour pouvoir changer d'opérateur et finalement avoir un nouvel acteur sur cette ligne. Et donc c'est Transdev qui a été choisi, Transdev dont nous avions reçu le PDG il y a quelques mois, ici même En route pour demain. Et donc, mais concrètement, à quoi ça va ressembler un train Transdev? Alors en fait, il y a un cahier des charges qui est très ambitieux pour Transdev, qui a été donc fourni par la région. Transdev devra, et le fera d'ailleurs, doubler le nombre de rotations quotidiennes sur la ligne, en passant de 7 à 14. Donc ça veut dire 2 fois plus de trains qui vont circuler. 2 fois plus de trains qui vont circuler. Avec la promesse, effectivement, d'améliorer la fiabilité et la régularité. Dans le même temps, pour remporter cet appel d'offres, Transdev a promis de commander 16 nouvelles rames, 16 nouveaux trains au constructeur Alstom. Ce sont des trains neufs. Leur avantage, au-delà qu'ils soient neufs, c'est surtout qu'ils soient à double niveau. On les connaît à Paris, par exemple, les RER à double niveau. Ça permet de transporter tout simplement beaucoup de plus de gens. Oui. Voilà. C'est tout bête, mais... Voilà, et ça marche très bien dans ces trains. Ça va être très attendu, j'imagine, par les passagers. Les trains seront évidemment plus confortables, un peu plus connectés. Mais bon, pour ces usagers-là qui sont très impatients, il faudra quand même un peu encore attendre, puisque Transdev a communiqué un calendrier. Ces trains-là ne seront pas
mise en service avant juillet 2025. Et rappelons Transdev que c'est pas un rigolo dans le Non. domaine, c'est un géant quand même du transport. Alors, c'est un géant, effectivement, François, tu as raison. C'est un nom qui ne parle pas vraiment au grand public, Transdev. On ne les connaît pas bien. Pourtant, c'est un grand acteur du transport, plus connu pour les cars et les autobus en France et en Europe. Mais en Allemagne, ils sont présents sur le train depuis 1994, date à laquelle le réseau a été ouvert à la concurrence, en fait, bien plus tôt qu'en France. Donc ils ont une véritable expérience. Voilà, ils ont une grosse expérience et en fait, en quelques années, ils sont juste devenus le numéro 2 en Allemagne du transport ferroviaire. Un petit chiffre, en 2020, le chiffre d'affaires de Transdev, c'était quasiment 7 milliards d'euros. Du coup, quand tu me dis ça, je me dis que ça va être un coup dur vraiment pour la SNCF, parce que c'est un vrai concurrent qui vient en face. Voilà, alors c'est un vrai concurrent, c'est un coup dur. Cette ligne, c'est 10% du trafic, de l'offre régionale en trafic pour la SNCF. Donc effectivement, ils ont perdu cette ligne, mais ils peuvent se consoler parce qu'il y avait 2 lots qui étaient finalement mis en jeu à la sur cette région. C'était donc cette ligne qui suit la côte, qui suit la mer jusqu'à Menton, et puis les lignes Azur, comme je le disais, qui remontent vers les terres. Et là, c'est la SNCF qui a remporté le lot. Pourquoi ? Parce qu'elle était seule à candidater. Une raison très simple pour cela, c'est une ligne qui est beaucoup moins rentable que, évidemment, Marseille-Menton. Très bien, dernière question. Est-ce qu'on sait si d'autres régions ont lancé d'autres appels d'offres ? Oui, Olivier ? tout à fait. Ouais, le monopole de la SNCF, en fait, est en danger dans plusieurs autres régions françaises, dans les Pays de la Loire, dans le Grand Est, en Hauts-de-France, où on connaît un peu le conflit qu'il y a entre Xavier Bertrand et la SNCF. Xavier Bertrand qui a refusé à un moment de payer la SNCF tant le service était pour lui dégradé. Et puis surtout, il y a un gros morceau qui se prépare, c'est la région Île-de-France, les fameux Transiliens. Là, c'est un marché énorme, puisque c'est 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Et donc, il y a un appel d'offres pour une arrivée potentielle de nouveaux opérateurs programmés pour 2023 sur 3 lignes de ce réseau. Ouais. Ça bouge. Et ça va bouger. Et avant les Jeux Olympiques en plus. Voilà, et là, il y a une grosse attente également, puisqu'on sait que le Transilien également a quelques petits soucis. Voilà. Merci beaucoup, Olivier Chichportiche, journaliste à BFM Business. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, Pauline. Absolument, François. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Voilà, bon week-end à vous toutes et à vous tous. Vous le savez, en route pour demain sur BFM Business et 01 TV. Portez-vous bien et on sera là la semaine prochaine. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.